Donc, dans le livre 1 des politiques, Jonathan, là, non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Là. Oui, on reprend le cours d'hier. Tout à fait. Attends. Oui, j'ai vu. Oui. Alors, deux éléments à prendre en compte dans le texte d'Aristote. Premièrement, la manière dont il va lier la question de l'esclavage à la question de la nature. Oui. Ah, c'est pas du tout le bon corpus, c'est un corpus sur l'art, mais prenez-le. Ouais. Jonathan, Ilias, Ibrahim, je sais plus. Nathan. Pardon. Ça, c'est la question de l'art, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Après le travail et probablement même après le bac blanc, parce que je compte vraiment vous faire bosser sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année avec des exercices avant le bac blanc. Je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas j'ai intérêt. Ouais. Jusqu'au travail, justement. Le travail compris. Donc, Aristote va lier la question de l'esclavage et la question d'un ordre naturel en répondant à l'objection qui va devenir l'objection classique des partisans de l'abolition, à savoir que naturellement les êtres humains sont égaux. Or, l'esclavage introduit une inégalité contre nature, donc l'esclavage est injuste et contre nature. À quoi Aristote répond que dans la communauté la plus naturelle qui soit, à savoir la famille, il y a des inégalités naturelles. Pardon? Non, on fait un truc sur le travail là. Il n'y a pas de texte encore. Je vous le distribue dès que je peux. Dans les communautés familiales, qui sont les communautés les plus naturelles qui soient, il y a des inégalités naturelles entre les parents et les enfants. Okay. Et à partir du moment où on est obligé d'admettre des inégalités naturelles, on est obligé d'admettre aussi que dans un contexte économique où la famille est l'unité économique principale, on est obligé d'admettre effectivement un type de domination sur le travailleur qui est celui de l'esclavage. Qu'est-ce qu'un esclave? Dit Aristote, je cite, c'est un instrument animé dont on est propriétaire. Alors, j'avais envisagé deux types de perspectives critiques sur le texte d'Aristote. Premièrement, une critique d'ordre social. Si on change la structure de l'économie pour faire de la famille une unité qui ne serait plus l'unité première économique, on change forcément notre perception de l'esclavage. Et deuxièmement, une critique en fait qu'Aristote va formuler lui-même, à savoir la critique sur le caractère nécessaire ou non de l'esclavage. Je reviens sur la première critique. On peut parfaitement se demander si, donc là vous pouvez prendre des notes, on peut parfaitement se demander si l'esclavage n'est pas structurellement lié à un certain type d'économie si l'esclavage n'est pas structurellement lié à un certain type d'économie, l'économie familiale. L'économie où la famille aurait une place absolument centrale.
Est-ce qu'en SES, vous avez vu l'étymologie du terme économie? Ok, bah, on va le faire, parce que c'est intéressant. Orlan, vous avez une question? Oui, oui, il y a des économies où la famille a une place centrale. Ok. Euh, économie vient du grec, évidemment. Oiko, nomia. Oiko, O-I-K-O, nomia, N-O-M-I-A. Oikonomia. Économie, ça vient du grec oikonomia. Et oikos, en grec, c'est le foyer, c'est la maison. O-I-K-O. Et oikos, O-I-K-O-S. Et oikos, ça signifie le foyer, la maison. Donc économie, ça veut littéralement dire la loi de la maison ou la loi du foyer. Autrement dit, la loi de la famille. Oikos, ça veut dire le foyer, la maison. Et donc économie, cela signifie la loi, nomos, la règle de la famille, la loi de la maison. D'où le rapport, effectivement. C'est-à-dire que toutes les économies ont été des économies, c'est-à-dire toutes les économies ont été familiales à l'origine. Et toutes les économies... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que c'est plutôt vous posez la question dans le mauvais sens, c'est-à-dire que on est allé chercher un mot chez les Grecs pour désigner quelque chose qui avait plus véritablement le même sens. On a pris des mots grecs pour penser une réalité qui n'était plus celle des Grecs. On a pris le terme d'économie pour désigner en fait ce que les Grecs vont eux appeler, ce que eux appelaient la crématistique. Et la crématistique, en fait, chez les Grecs, c'est la finance. C'est le commerce et la finance. Et en fait, l'économie aujourd'hui, c'est ça. L'économie aujourd'hui, c'est le commerce et la finance. C'est plus du tout la gestion du bon père de famille, du bon maître sur son domaine. C'est plus ça l'économie. L'économie, c'est le commerce aujourd'hui. L'industrie, le commerce. C'est pas ça du tout pour les Grecs. Le mot ne recouvre plus la même réalité. D'où l'importance euh, de faire un petit peu d'histoire et d'avoir conscience de l'évolution du sens des mots. Alors, il est frappant et il est marquant que l'abolition de l'esclavage coïncide avec l'émergence des sociétés industrielles, en particulier la société anglaise, les sociétés industrielles. Et la disparition des économies familiales. Vous savez qu'il y a des débats qui sont extrêmement chauds, extrêmement virulents sur la question de l'abolition de l'esclavage et des raisons pour lesquelles l'esclavage a été maintenu ou aboli. Alors moi, la thèse qui me semble la plus convaincante, ça consiste, il y avait la vieille thèse des marxistes anglais des années 60 qui consistait à dire que l'esclavage n'était plus rentable, qu'au fond, avec l'émergence des sociétés industrielles, l'esclavage n'était plus rentable et c'est pour ça qu'on l'a aboli, parce que les plantations de sucre, de café, de cacao étaient mécanisées, de plus en plus mécanisées. On utilisait des machines au lieu d'utiliser des bras, parce que ça coûtait moins cher tout simplement. Et donc on n'a plus vu, le capitalisme n'a plus vu l'intérêt de l'esclavage, et c'est pour ça que l'esclavage est tombé en désuétude. Ok. Et enfin, il y a un fond de vérité là-dedans. C'est-à-dire que quand on regarde la part du capital de l'esclavage dans la croissance économique de l'Angleterre, c'est rien, c'est 0,1%, il me semble. 0,1% de la croissance économique de l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui va faire décoller l'économie britannique, puis plus tard l'économie française?
l'exploitation de la houille, l'exploitation du charbon, l'exploitation du fer, bref, la première révolution industrielle, et pas autre chose. Donc l'idée, ça serait d'avoir une perspective socio-économique sur la question de l'esclavage, considérer qu'en changeant d'économie, on va changer de rapport, y compris moral, à la question de l'esclavage. Ouais. Avec l'émergence des grandes économies industrielles, des grandes puissances industrielles, et en particulier la Grande-Bretagne. Bah, c'est-à-dire que les marxistes dans les années 60, ça a été aboli pour des raisons économiques et pas humanitaires. Okay, ça, c'est ce que vont penser les marxistes. Après, on peut penser que justement, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, et l'idée, c'est que, étant donné que les Anglais ont été les premiers à abolir l'esclavage, il y a peut-être une raison aussi pour laquelle ils ont été les premiers à faire leur révolution industrielle. Voilà. Et les Français ont aboli l'esclavage après, parce qu'ils ont aussi fait leur révolution industrielle après. Donc ça, c'est les thèses. De toute façon, sur ces questions-là, faut dire ce qui est, c'est Oxford et Cambridge qui réfléchissent le mieux à ces questions-là. Et c'est les thèses marxistes des années 60 sur l'abolition de l'esclavage. Alors, cette perspective nous permet de penser que les rapports de domination liés au travail ont muté. Oui, les rapports de domination liés au travail ont muté, mais n'ont pas été abolis. Et c'est ce que vont dire les marxistes en disant que le salarié a remplacé l'esclave, mais pas pour des raisons humanistes, pas pour des raisons humanitaires, mais parce que le salarié est plus rentable que l'esclave. Donc plus profitable pour le capitaliste. Alors, c'est la perspective qui s'ouvre dans des phrases qui sont vraiment fascinantes sous la plume d'Aristote, parce que c'est de la science-fiction. Je lis le dernier paragraphe de l'extrait. L'esclave n'est par sa nature qu'un instrument plus parfait et susceptible de manier d'autres instruments. Ainsi, les statues de Dédale avaient un principe d'action. Les trépieds de Vulcain, dit Homère, accouraient d'eux-mêmes au divin combat. Alors essayez de vous imaginer ce que sont que les statues de Dédale, ce que sont que les trépieds de Vulcain qui accourent d'eux-mêmes au divin combat, donc qui prennent part à des combats. Si un outil pouvait pressentir l'ordre de l'artiste et l'exécuter, si la navette courait d'elle-même sur la trame, si le plectrum tirait spontanément des sons de la cithare, l'art n'aurait pas besoin d'ouvriers, ni le maître d'esclaves. Ni le maître d'esclaves. C'est quoi les statues de Dédale qui accourent d'eux-mêmes au combat? Donc c'est des statues animées qui se battent. Ça vous fait penser à quoi? Ouais. Ça vous fait penser à quoi? Des statues qui font la guerre à votre place. Au monument? Non. Oui. Oui, c'est des robots. C'est des robots qui font la guerre à votre place. Aujourd'hui, c'est le drone. C'est le drone. Okay, ce qui explique Aristote, c'est qu'étant donné que l'esclave est un instrument animé qui contrôle d'autres instruments, on pourrait très bien envisager un jour qu'on inventera un instrument qui s'anime tout seul, qui est littéralement ce que les Grecs appelaient déjà des automatons, des automates, c'est-à-dire des artefacts doués d'un mouvement autonome et qui pourront agir
à notre place. Autrement dit, ce qu'envisage Aristote dans ce texte, c'est la perspective technique, selon laquelle la technique va pouvoir nous libérer du travail et libérer l'esclave du travail. La machine va remplacer l'homme pour tout. C'est ça qui est fascinant. Pour la guerre, mais aussi pour la musique, puisque le plectrum, c'est le vibrator qui tirerait spontanément des sons de la cithare. La cithare, c'est l'ancêtre de la guitare. Imaginez des instruments de musique qui joueraient de la musique tout seuls. On n'a pas besoin de l'imaginer, en fait. Hein. C'est la musique électronique des années 70-80. Et aujourd'hui, je suis en train de lire un livre dont je vous parlerai tout à l'heure, là, un livre d'Alessandro Baricco qui s'appelle Les barbares, essai sur la mutation. Aujourd'hui, les robots vous font chanter juste. C'est ce qu'on appelle l'autotune. On a l'impression de découvrir ça, mais en fait, c'est les années 80-90, l'autotune. Ça permet à certaines chanteuses françaises que je ne nommerai pas d'avoir une carrière. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'elles ont toutes la même voix. Il n'y a plus aucune épaisseur, il n'y a plus aucune tessiture, il n'y a plus rien. Ce sont des robots qui chantent. Alors, donc, ce que nous dit Aristote, la perspective qu'il ouvre dans ce texte, c'est que la mécanisation, la machinisation du travail par la technique pourrait nous permettre de nous libérer du travail. Alors, la critique qu'on peut mener sur cette question-là, et qui à mon avis est une critique importante, c'est de voir les effets du remplacement de l'homme par la machine et les effets des révolutions technologiques sur la culture. Donc, dans un livre d'Alessandro Baricco, qui est un auteur italien, je suis en train de le finir. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il donne des exemples qui me parlent pas mal, à savoir le vin et le foot. Donc, c'est les barbares. Les barbares essaient sur la mutation. Donc, dans ce livre, Baricco va décrire une nouvelle forme de barbarie, qui n'est pas la barbarie de l'Antiquité, mais la barbarie postmoderne. Et il conceptualise la barbarie de la manière suivante. La barbarie, c'est ce moment où une population qui n'avait pas accès à une pratique va y avoir accès grâce à une révolution technologique. Donc la barbarie postmoderne, c'est ce moment où une population qui n'avait pas accès à une pratique va y avoir accès grâce à une révolution technologique. Et Baricco va prendre plusieurs exemples. Alors, les plus parlants pour moi, c'est la culture du vin et la culture du football. Qui produisait traditionnellement le meilleur vin du monde? Nous, les Français. C'est une gloire. C'est peut-être d'ailleurs la dernière qui nous reste. Donc, c'est la France qui produit traditionnellement le meilleur vin du monde. Pourquoi? Parce que ces sols ont une richesse particulière. Les viticulteurs ont un savoir-faire unique qui prend énormément de temps. Et
il y a donc une sorte de patience du vin qui n'existe et qui n'a jamais existé qu'en France. Aujourd'hui, les vins qui se vendent le plus ne sont plus français, ils sont allemands, non, quand même pas, on n'est pas tombé aussi bas quand même. Allez, un petit effort d'imagination. Américain, et en particulier? Oui, mais non, mais les États-Unis, c'est grand. Quel État produit aux États-Unis le vin qui se vend le plus dans le monde? Non, le Nevada. Bah oui, non, mais la Californie, c'est aussi un désert, et c'est précisément en Californie qu'on produit maintenant le vin qui se vend le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une révolution technologique au début du XXe siècle qui va tout changer, la climatisation. Bah, la Californie, c'est la Californie. Capitale Sacramento, deux capitales économiques, San Francisco au nord avec la Silicon Valley et Los Angeles au sud avec notamment Hollywood. Okay. Donc, qu'est-ce qui va se passer, Orlan? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'il l'exporte, mais le marché, en fait, le plus grand marché de consommateurs de vin, c'est les États-Unis. Okay, et les Américains boivent du vin américain, comme ils boivent du Coca-Cola américain, si vous voulez. Ça revient à peu près au même d'ailleurs, quand on boit du vin américain. Euh, Qu'est-ce qui va permettre aux Américains de produire du vin en dépit du bon sens? La climatisation. Oui, la révolution technologique de la clim. La clim, c'est ce qui va permettre à des types qui vivent dans un désert d'avoir des caves exactement à la bonne température. Mais cette révolution technologique, et c'est ce que montre Barrico, va complètement changer le rapport que nous avons, que nous entretenons, au vin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de terroir, il n'y a que des cépages maintenant, des cépages, c'est-à-dire Pinot ou Cabernet, ou, etc., etc. Il n'y a plus de, il n'y a plus de millésime, il y a des vins de différentes années qu'on va mélanger, et le vin n'a plus de couleur hétérogène, il faut que la couleur soit homogène, vraiment comme le Coca, vraiment comme le Coca-Cola. Et donc, le barbare va s'approprier une pratique traditionnelle et la dénaturer. L'autre exemple que donne Barrico, et que je trouve extraordinairement parlant, parce que moi j'ai vécu cette époque, c'est le football. Vous avez les vieilles nations de football que sont l'Angleterre, l'Italie et la France. Et le football traditionnel, c'est une équipe qui dépend essentiellement d'un meneur de jeu, d'un ou deux joueurs de génie qui font l'équipe. Okay, c'était Platini, Cantona, Zidane. Okay. Zazou. On a vraiment changé d'époque. Hein. Et puis, dans les années 70-80, vous allez avoir des pays nordiques particulièrement antipathiques comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, qui va inventer, alors ça c'est très allemand si vous voulez, eux ils ont inventé la guerre totale et ils vont inventer le football total. Et le football total, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tous les joueurs doivent pouvoir faire un peu de tout. C'est-à-dire que le défenseur, avant, il ne franchissait pas la ligne du milieu de terrain. Maintenant, il va devoir pouvoir mener une offensive. Okay, et l'attaquant, avant, il zonait, si vous voulez, près de la surface, et il fait des allers-retours. Okay. Et ça a donné des confrontations absolument sordides, si vous voulez, où le beau jeu a été remplacé par un jeu stéréotypé où vous allez avoir 11 joueurs en défense et 11 joueurs en attaque, et surtout d'ailleurs des équipes assez faibles qui vont défendre et jouer en contre. Et tous les matchs vont finir par se ressembler.
Et on va se rendre compte qu'aussi, ce sont ces équipes-là qui vont gagner. Enfin, les Allemands vont se payer 2 coupes du monde en l'espace de 20 ans. C'est pas mal, c'est un bon ratio. Et pendant ce temps-là, des équipes qui dépendent de leur meneur de jeu vont avoir de plus en plus de mal à émerger. C'est pour ça que 98 est un miracle, hein. Et quand en 2002 Zidane est blessé, on est éliminé en huitième, je crois. C'est pas brillant. Mais ça veut dire aussi, c'est la faiblesse aussi d'un système traditionnel, français, on va dire latin, bon les Anglais jouent comme ça aussi, de football. Je ferme cette parenthèse sur la barbarie, mais c'est vraiment un livre dont je vous recommande la lecture un jour, si vous avez le temps, parce que c'est très important. Franchement, en plus, c'est des chapitres sur. Enfin, ça fait 250 pages. Bah, ça va. Mais surtout, vous pouvez choisir simplement de lire le chapitre sur le vin, le chapitre sur le football, le chapitre sur la littérature, des choses comme ça. Euh, autre exemple, euh, la littérature. On dit, si vous voulez, tous les penseurs réactionnaires disent qu'on ne lit plus, que la jeunesse ne lit plus, ok, que les gens ne lisent plus de livres. Ok. C'est c'est totalement faux. Non, c'est même pas ça. C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vendu autant de livres depuis qu'il y a Amazon. Ok. Simplement, c'est plus exactement les mêmes livres. C'est-à-dire que la massification de l'édition va transformer notre rapport à la littérature. Aujourd'hui, Fifty Shades of Grey a été pendant un moment le plus grand succès de librairie de tous les temps. Bon, on est un peu loin de Madame Bovary de Flaubert. C'est plus les mêmes lecteurs, forcément, parce que ça coûte moins cher de publier des livres, bah forcément, en massifiant, on change la nature de la lecture. Bon, on se calme, hein, Fifty Shades of Grey, c'est vraiment soft. Ne faites pas ça chez vous. René Descartes, donc, qu'est-ce qui se passe, Orlan? Oui. Donc, on attaque un nouveau texte, la lecture d'un nouveau texte. Je crois qu'on en avait déjà parlé, en tout cas, je l'ai déjà évoqué dans le cours que j'ai consacré à la nature, qui est sur YouTube, et que je vous demande de lire, parce que ça fait partie du programme de révision. Alors, c'est un texte célèbre de Descartes, c'est la partie 6 du discours de la méthode, où il va décrire, en fait, le programme de la modernité par rapport à la nature. Je lis le texte et je le commente au fur et à mesure. Sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles pouvaient conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés, sans pécher grandement contre la loi, qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors, je m'arrête ici. Que dit Descartes donc dans la sixième partie, la partie 6 du discours de la méthode, 1637. Discours de la méthode, partie 6, Descartes.
Descartes s'inscrit, comme Pascal, dans la querelle des anciens et des modernes, et c'est un moderne. Descartes s'inscrit dans la querelle des anciens et des modernes, et il choisit résolument le camp des modernes. Et il rompt, du verbe rompre, oui, du verbe romper, comme je peux le lire dans certaines copies. Ouais, il rompt avec la métaphysique et la science qui en découle d'Aristote. Hmm. Oui, qui découle de cette. Il rompt avec la science qui découle de la métaphysique d'Aristote. Les anciens, avec un grand A, avec un A majuscule, les anciens se représentent la nature. Les anciens, concentrez-vous un peu là. Les anciens se représentent la nature comme une réalité indépendante de l'homme, autonome, et qui doit servir de modèle aux activités humaines et en particulier aux activités techniques, aux productions techniques. Les modernes vont concevoir la nature comme une matière indifférenciée, manipulable, et qui doit être dominée par l'homme. Euh, Indifférenciée, je ne sais plus ce que j'ai dit après, manipulable, manipulable par l'homme. Donc en fait, la modernité, c'est la mort de la nature, la mort du concept et de l'idée de nature. Et c'est particulièrement frappant dans ce texte de Descartes. Parce que va dire Descartes? Descartes va dire que la nature est comme un artisan qui travaille, et une fois qu'on aura compris la nature, elle pourra travailler à notre place. On pourra faire travailler la nature en manipulant son énergie à notre place. Ben, c'est un siècle plus tard, les recherches sur l'électricité. Un siècle et demi plus tard, la découverte du pétrole.
C'est ça que dit Descartes. Descartes va dire, on va se libérer du travail en mettant la nature au travail. Les anciens pensaient qu'on allait travailler en imitant la nature. Descartes dit, la nature travaille, et on va pouvoir justement projeter ce qu'on fait sur la nature, la mettre au boulot, la salarier d'une certaine manière, ou plutôt l'esclavagiser. C'est libérer les énergies naturelles, c'est l'électricité, le pétrole, le charbon, c'est tout ça quoi. C'est tout ça. Enfin, le charbon d'abord, le pétrole ensuite, chronologiquement. Et donc, on peut revenir au livre de la Genèse, où Dieu condamne Adam et Ève au travail. Descartes dit que la science nous permettra de nous rendre maîtres, ou plutôt comme maîtres et possesseurs de la nature, je cite, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Qui est le maître de la nature? C'est Dieu. Autrement dit, le projet de la modernité, son programme en tout cas, c'est de rendre à l'être humain ce qu'il a perdu au moment de la chute avec un grand C, c'est-à-dire au moment de l'expulsion du Jardin d'Éden, à savoir sa maîtrise sur la nature, sa maîtrise sur la création. Oui, bonne question. Ce sont des récits qui ont transité, si vous voulez, dans la zone du croissant fertile, c'est-à-dire Irak, Iran, Syrie, depuis des millénaires. Probablement des récits contemporains de de l'Iliade d'Homère. Donc 4000, moins 4000, moins 5000, moins 4000 ans. Okay. En revanche, ce sont des textes qui sont bien connus dans l'Antiquité. La Bible, si vous voulez, l'Ancien Testament et a fortiori et encore plus le Nouveau, ce sont des récits qui ont une histoire, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils ont été composés, si vous voulez. Ça a pris beaucoup de temps. Alors, deuxième point qui est intéressant dans ce texte, dans ce passage, c'est que Descartes invente, on pourrait dire, sans le formuler, Descartes invente le concept de technologie. C'est-à-dire le projet d'une utilité technique des découvertes scientifiques. Ce qui n'était pas l'objet de la science jusqu'à présent. L'objet de la science jusqu'à présent, c'était la vérité. L'objet de la science à partir du XVIIIe siècle, pardon, du XVIIe siècle, c'est l'utilité. Il faut que les découvertes soient utiles. Ce qu'elles sont toujours, mais de manière totalement imprévisible. C'est-à-dire que quand on découvre l'électricité, on se demande bien ce qu'on va pouvoir en faire. Quand on découvre le pétrole, on se demande, enfin, personne n'avait envisagé le plastique, si vous voulez, etc., etc. On voulait faire des feux grégeois, hein, comme à l'époque des Ottomans. Le feu grégeois, on peut dire que c'est l'ancêtre du cocktail Molotov, si vous voulez. C'est une bombe à pétrole. Bon, effectivement, c'est une utilisation possible du pétrole, mais c'est pas forcément la plus utile.
Alors, je poursuis la lecture du texte. Ce qui n'est pas seulement à désirer, donc nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie, car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. Il est vrai que que celle qui est maintenant en usage contient peu de choses dont l'utilité soit remarquable. Mais sans que j'aie aucun dessein de la mépriser, je m'assure qu'il n'y a personne, même de ceux qui en font profession, qui n'avoue que tout ce qu'on y sait n'est presque rien à comparaison de ce qui reste à y savoir, et qu'on se pourrait exempter d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, et même aussi peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse, si on avait assez de connaissance de leurs causes et de tous les remèdes dont la nature nous a pourvus. Alors que dit Descartes ici de manière assez fascinante? Descartes nous dit que la science la plus utile de toutes, c'est la médecine, et la médecine pourrait nous permettre de nous libérer de ce qui résulte du travail, à savoir l'usure du corps, la vieillesse, les maladies. Certains troubles de l'esprit, certains types de pathologies mentales. Donc c'est comme si se libérer du travail allait nous permettre, au fond, de nous libérer de notre propre corps et de ses contraintes. Et au fond, ce qu'on voit apparaître, c'est l'idée d'un travail sur soi. Un travail sur soi qui viserait essentiellement, par la technologie, et en particulier par la médecine, à se perfectionner. C'est l'ambition qui est frappante de l'idéologie transhumaniste. L'idéologie transhumaniste. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Le transhumanisme, c'est l'idéologie selon laquelle, pour faire face aux défis de demain, notamment le réchauffement climatique, de nouveaux types de guerres, etc., il faudrait transformer notre nature humaine de telle sorte à l'adapter activement à de nouvelles conditions de vie. Et donc ça passe par l'idée euh, comment on appelle ça, d'un cyborg, donc des implants d'instruments informatiques ou de nanotechnologie dans notre corps, et les modifications génétiques évidemment. Alors, euh, un, des, euh, un des auteurs les plus influents, à mon sens, des transhumanistes, enfin dans cette idéologie-là, c'est un type qui s'appelle John Harris. Donc, si vous voulez, c'est typiquement ça, un barbare. John Harris, c'est le barbare absolu.
il enseignait à Oxford, je ne sais plus où il est maintenant. Peut-être qu'il est mort depuis le temps, le pauvre vieux. John Harris, c'est quelqu'un qui explique dans ses ouvrages, notamment un ouvrage qui n'a peut-être pas été traduit en français, mais dont le titre en français serait L'évolution augmentée. L'évolution augmentée, Enhanced Evolution. Il explique que par la médecine, et en particulier par la thérapie génique, on pourrait produire exactement les mêmes résultats, voire mieux, que l'école. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, envisager d'implanter des savoirs, comme dans Matrix, si vous voulez, d'implanter directement des savoirs en modifiant la structure cérébrale des gens, dans le cerveau des gens. Et comme ça, on pourrait gagner énormément de temps, on n'aurait plus besoin de lire, on n'aurait plus besoin d'aller à l'école, d'apprendre. On pourrait directement modifier le cerveau des gens, et ils sauraient. C'est légèrement nazi sur les bords, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça le progrès. Hein. Enfin, paraît-il.